L'invité de Smart Impact, c'est Carole Brosina. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes Advisory Board Certified Chair et directrice du développement durable chez Bridgepoint. On va parler de ces Advisory Board, comités consultatifs. De quoi il s'agit? C'est vrai que c'est un vocable très peu connu encore en France. Oui. Très connu dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on a à peu près tous ces advisory boards qui existent aux États-Unis. La plupart, 880 000, sont aux États-Unis, enfin dans le monde, pardon, et la moitié aux États-Unis. D'accord. En France, c'est vrai que ce vocabulaire est peu utilisé. On parle plutôt de comité consultatif, comité stratégique, comité partie prenante, comité thématique. Et on se rend compte, en tout cas à mon sens, maintenant que je suis un peu le témoin des stratégies de développement durable depuis quelques années, que c'est sous-utilisé, méconnu et sous-exploité par les entreprises. Et comment ça marche, un advisory board? Comment ça marche? En fait, c'est vraiment un organe, et pour ça que moi je trouve ça passionnant, qui est au service du dirigeant et de ses problématiques et de ses enjeux du moment. C'est très agile et c'est très structuré à la fois. C'est-à-dire que c'est un collectif indépendant de professionnels expérimentés qui va accompagner sur un temps donné un dirigeant ou ses équipes fonctionnelles, notamment développement durable, sur les enjeux effectivement du moment. Évolutif dans le sens où ça n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam. C'est vraiment là pour identifier les enjeux matériels du moment, aider à prioriser, et ça peut se dissoudre au bout de 6-9 mois et se renouveler avec d'autres personnes, d'autres experts qui seront plus pertinents sur ce moment et cet instant T. Avec ce chiffre, 72% des chefs d'entreprise estiment qu'ils sont responsables de la performance de leur organisation en matière environnementale ou sociale. Donc il y a ce sentiment de responsabilité et parfois d'isolement aussi, de se dire je ne sais pas par où commencer d'une certaine façon dans cette stratégie. Absolument, parce que le 72 ou 70%, c'est le même chiffre quand on interroge les dirigeants sur leur sentiment de solitude. Bon, ça se rejoint. Et absolument. Donc ils sont face à des enjeux majeurs, à des transformations qu'ils doivent opérer, et en même temps sans savoir par où commencer. Et ils sont souvent pris entre plusieurs instances et organes existants. Pour certains, ils vont avoir un comité d'administration, un conseil d'administration, un conseil d'administration ou effectivement un conseil de surveillance, pardon. Certains, bien sûr, ont tous des CODIR, des COMEX, donc avec leurs dirigeants, parfois quelques comités volontaires de collaborateurs, mais ils n'ont pas une oreille, entre guillemets, indépendante, bienveillante, de professionnels expérimentés avec lesquels ils peuvent partager, tester des solutions, des idées stratégiques. Le comité consultatif stratégique, ce fameux advisory board, il est en fait puissant dans le sens où il n'est pas là pour prendre de la décision, mais il est là pour conforter le dirigeant ou ses équipes dans leur prise de décision. Les challenger avec bienveillance, leur faire partager l'expérience et le vécu que eux-mêmes ont pu emmagasiner au service du dirigeant et de ses enjeux. Mais quelle différence... Qu'est-ce que ça apporte de plus, par exemple, d'un cabinet de conseil ou effectivement d'un COMEX qui existe déjà? C'est quoi? Il n'y a pas de lien hiérarchique, il n'y a pas de lien commercial? C'est quoi la différence en fait? C'est la neutralité et l'indépendance. C'est-à-dire que des consultants, il y a une relation contractuelle. Mais là aussi, l'advisory board, il est quand même rémunéré. Oui, mais il doit être vraiment au service du dirigeant, de son efficacité. Il y a une vraie mesure d'impact. Je fais une petite aparté, vous l'avez tous lu, en tout cas dans la presse. CSRD, c'est le sujet du moment. Et on voit bien qu'il y a des cabinets, par exemple, de conseils, de consultants qui se sont un peu engouffrés dans la brèche. Et des entreprises qui se retrouvent à avoir dépensé beaucoup d'argent pour finalement pas forcément la qualité des livrables attendus. Donc il y a un vrai besoin pour le dirigeant aussi de distinguer ce qui va ressortir de ses équipes opérationnelles, son COMEX, ce qu'il peut déléguer à des consultants, ce qui va faire l'objet de décisions stratégiques ou un petit peu de stratégie de vision et d'ambition vis-à-vis du comité d'administration, du conseil d'administration, et les sujets qu'il va pouvoir un petit peu challenger, tester avec effectivement un advisory board, encore une fois, qui va être neutre, indépendant, et on va avoir ce fameux chair dont on parlait tout à l'heure, qui va être un peu le président de cet advisory board et qui va justement garantir l'alignement des parties, l'indépendance des parties, l'efficacité, la mesure et l'engagement, parce que l'objectif, c'est que ça serve. Et on se rend compte que tous les dirigeants... Que ça serve à la transformation dont on parle. Absolument, que tous les dirigeants qui ont fait appel à un advisory board se rendent compte que ils ont gagné en efficacité opérationnelle. Certains disaient que, 70% d'entre eux disaient que lorsque l'advisory board a pris en charge, en tout cas des sujets de développement durable, ils ont permis de mettre en place une gouvernance plus robuste, d'intégrer des indicateurs de performance extra-financiers dans le pilotage de l'entreprise et de gagner effectivement en efficacité opérationnelle au sein des équipes sur la transformation. Est-ce que c'est réservé aux grands groupes ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait le constat, beaucoup de grands groupes, et depuis longtemps, ont notamment ce qu'on appelle des comités de parties prenantes. Moi-même, par exemple, par le passé, j'intervenais en tant qu'experte on va dire, dirigeante expérimentée au sein du comité de parties prenantes développement durable de Publicis. Ouais. Donc on a des grands groupes, Danone, Publicis, Google, qui ont ces comités de parties prenantes. En fait, ce sont plutôt les TPE, les PME et ETI qui n'ont pas en fait constitué ce collectif autour d'eux, cet écosystème pour leur permettre d'avancer. Et c'est là que je trouve que c'est clé. Ils se disent, c'est pas pour nous, on est trop petits. Eh ben, c'est ça. Ou encore une fois, ils ne savent pas comment faire. Ouais. Parce que là où l'advisory board va aider le dirigeant, c'est qu'on va, dans l'identification des priorités avec lui ou avec elle, pouvoir après faire le bon casting du bon advisory board. Parce que si vous avez une transformation à opérer, je veux passer d'un modèle de produit à une économie de la fonctionnalité. Ouais. C'est complètement différent que j'ai besoin de créer une culture de l'innovation, de l'engagement, une fierté d'appartenance de mes collaborateurs. Donc on va faire le casting idéal à l'instant T sur les besoins du dirigeant face aux enjeux de transformation. Ouais. Je pense que vous ne pouvez pas répondre à la question, parce que ça doit dépendre de la taille de l'entreprise, de la durée de la mission, mais ça coûte combien et quel retour sur investissement ? Alors, parce qu'on doit vous la poser, la question, quand on arrive. Aujourd'hui, c'est vrai que là, j'interviens aussi quelque part un peu avec ma casquette. Récemment, je me suis associée à ce que pas mal de dirigeants connaissent, qu'on appelle le collège du dirigeant. Et donc, j'anime le comité, le collectif développement durable au sein de ce collège des dirigeants. Typiquement, au sein du collège du dirigeant, on a plusieurs formules, je dirais. La première qu'on appelle le board starter, donc c'est identifier les enjeux. Parce que l'objectif, c'est pas de partir dans tous les sens. Ouais. On est là pour aider l'entreprise, gagner en efficacité et en priorisation. Et donc, généralement, cette première enveloppe, elle est autour de 9 000 €. Où on va, sur plusieurs demi-journées, identifier les enjeux majeurs, prioriser les enjeux et faire le casting du board. Et après, effectivement, vous avez une enveloppe qui est dédiée à la vie du board. Et donc, on est généralement, selon la fréquence et les besoins, sur une 3 ou 6 boards par an. Donc ça, c'est vraiment à déterminer avec le dirigeant. Et donc, ça va être à moduler selon le nombre d'advisory boards qui vont être autour de la table et selon la fréquence des réunions. Est-ce que, je pense aux entreprises à mission qui ont souvent des comités de pilotage, etc. Ça vient en concurrence, ça vient en complémentarité C'est complémentaire. Ouais. C'est complémentaire et c'est là où des fois, effectivement, certaines entreprises peuvent un petit peu se perdre entre le comité. Ça fait beaucoup de comités. Ça fait beaucoup de comités. Et encore une fois, des fois, l'advisory board sert aussi à ça, à challenger et à potentiellement rendre la gouvernance, en tout cas autour du dirigeant, la plus efficace possible. La plupart du temps, c'est complémentaire. Mais quand vous avez le conseil d'administration, le comité à mission, potentiellement un comité peut-être développement durable opérationnel, des collaborateurs qui se regroupent en termes de comité, le COMEX, tout ça peut coexister. Encore faut-il que les rôles et responsabilités de chacun soient clairs et que le périmètre d'intervention, de décision ou de challenge soit clair pour les uns et les autres. Les thématiques, c'est-à-dire, est-ce que, vous l'avez un peu expliqué, mais je voudrais qu'on entre dans le détail, un advisory board, vous allez définir un thème d'intervention ou alors ça peut être aussi la stratégie générale de l'entreprise quand même ? Les deux sont possibles. C'est vraiment du sur-mesure et c'est selon les besoins du dirigeant. Ça peut être de façon très pragmatique. Je démarre, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas de stratégie de développement durable. Aidez-moi. Est-ce que je pars dans la bonne direction ? Je peux avoir travaillé avec des consultants, mais en fait, quand on part de zéro, la feuille de route est tellement large qu'on peut avoir besoin d'un advisory board expérimenté qui va dire mettez vos ressources, votre énergie sur ces enjeux qui sont les plus matériels pour vous. Donc ça peut être définition d'une stratégie de développement durable ou révision d'une stratégie de développement durable. Et souvent, justement, les comités de parties prenantes servent à ça. Quand on est en recherche de la nouvelle étape de la stratégie, les experts autour de la table, ça peut être des clients, des fournisseurs dans les comités parties prenantes notamment, vont challenger et aider à co-construire la future feuille de route. Ça peut être la stratégie de communication, par exemple, parce que souvent, moi j'ai reçu plusieurs entreprises qui disent « on fait des choses bien, mais on n'ose pas vraiment en parler ». On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce qu'on ne fait pas tout bien, par exemple. Voilà, on a peur de tomber dans le greenwashing, on pense qu'il faut être parfait avant de communiquer, on n'a pas forcément acquis les principes de la communication responsable, c'est-à-dire que dès que je vais dire quelque chose, il va falloir que je le prouve, que je l'étaye. C'est très bien, d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais on se sent un peu isolé et on ne sait pas comment faire. Donc, en effet, ça peut être la communication responsable. Tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un modèle, la transformation de modèle d'affaires qui va passer d'un produit à l'économie de la fonctionnalité. Ça peut être effectivement la culture de l'innovation. Ça peut être, on a parlé de la revue de la gouvernance. Donc ça part vraiment, encore une fois, des besoins du dirigeant. Et moi, c'est ça que je trouve puissant. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil, un organe qui est au bénéfice du dirigeant et de son entreprise ou de la fonction développement durable quand effectivement on focalise sur le sujet développement durable en particulier.
et comme on le disait en introduction, qui va faire en sorte que ça fonctionne et que ça avance. On sait combien c'est complexe d'accompagner une transformation. On sait combien les dirigeants et les fonctions de développement durable sont seuls. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant, mais de plus en plus, on parle de la solitude des équipes développement durable quand elles existent. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Et le fait d'avoir un collectif autour de vous qui a vécu, qui a fait, qui a échoué, qui a eu des succès, va vous aider en fait à pas tomber dans les mêmes écueils, à gagner du temps, à gagner de l'argent indirectement, et donc à être efficace et encore plus, je dirais, pertinent dans la pérennité de votre entreprise à l'avenir. Merci beaucoup Carole Brosina et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le service civique écologique.